Bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e épisode de Divergence politique. Au programme aujourd'hui, du national, Attal veut voler l'argent des Russes, de Villepin en route pour 2027, mais aussi on va parler du dilemme de Vladimir Poutine entre Odessa et la paix. Générique. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour. Le bruit et la fureur. Rien à foutre. Nique ta mère. Madame Pécresse, c'est Madame Pinter 02. À Pinter 02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron. Silicon Valley en Seine-Saint-Denis, c'est plutôt la Silicon voilée, non? Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Au revoir. Alors non pas au revoir, mais bonjour. Bonjour messieurs, Xavier, Alexis, comment allez-vous? Bonjour. Bon, bah dans ce cas, petit rappel, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, mais aussi un petit commentaire, ça nous aide énormément au référencement. Et on va pas tarder, on va commencer sur le premier sujet. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre sous Chirac. Je pense que cette information, on va le rappeler pendant ce débat. Ce serait lors d'une interview. Alors, il a parlé lors d'une interview sur l'association de la presse présidentielle, en particulier de cette possibilité peut-être d'être candidat à la présidentielle en 2027. Alors, il a surtout critiqué la diplomatie d'Emmanuel Macron aussi. Alexis, qu'en est-il? Est-ce que de Villepin pourrait éventuellement passer candidat à la présidentielle, même s'il a dit qu'il n'était pas arrêté sur cette idée-là? Et est-ce qu'il aurait des chances face à la candidature, par exemple, du futur macroniste ou d'autres comme le RN ou la France Insoumise? Bah, je sais que, alors je sais plus si c'est Xavier ou Fabrice dans une émission qui avait trouvé que c'était une bonne idée. Villepin 2027, il faudrait revenir à la boîte aux archives. En toute vérité, je pense qu'il y a beaucoup aujourd'hui de personnes à droite qui sont en candidature ou en tout cas qui s'envisagent un futur présidentiable. De Villepin, Retailleau, bien entendu. On peut citer sur les personnalités entre guillemets de droite qui ont franchi le Rubicon pour aller vers la Macronie, bien entendu, Édouard Philippe, Darmanin. Voilà, donc ça commence à faire un petit peu de monde. Je pense que j'en oublie d'ailleurs deux, trois autres. Ça fait un petit peu de... Laurent Wauquiez, bien entendu, que j'allais oublier. Ça fait quand même beaucoup de monde à droite qui se dit il y a peut-être en 2027 une chance pour moi. Alors, concernant De Villepin, moi, je crois pas que ce soit une bonne idée pour lui parce que je pense que la déception risque d'être forte. Je ne le vois pas aujourd'hui dans l'état du paysage français et puis après beaucoup d'années finalement où il a été en retrait de cette politique française. Je ne le vois pas, en tout cas, pouvoir passer devant malheureusement le Rassemblement national ou le candidat effectivement qui sera la suite légitime d'Emmanuel Macron, en imaginant même que ce ne soit pas Emmanuel Macron qui soit sa propre suite. Alors Xavier, justement, alors Alexis, tu as qualifié quand même à droite de certains macronistes. Je sais que Xavier, toi, tu aimes bien vraiment la sémantique vis-à-vis de la droite, de la gauche et du centre. Qu'est-ce que tu en penses justement des déclarations que vient de nous faire Alexis? Et Villepin, tu le qualifierais plutôt de quel camp, justement? Parce qu'il était sous Chirac, mais est-ce qu'il n'a pas changé de camp? En fait, si j'écoute ces déclarations, c'est un gauchiste. Et c'est plutôt vers l'électorat de la France insoumise qu'il se dirige. Alors, il a pris fait et cause pour les Palestiniens, ce qui est d'ailleurs tout à fait louable et assez courageux, il faut le dire, dans l'ambiance médiatique actuelle. Mais à côté de ça, il a appelé à faire barrage contre le Front National, comme si le Front National était un parti d'extrême droite, le Front National de Marine Le Pen. Hein. Donc tout ça, et il nous refait du Chirac. Du Chirac d'il y a 20 ans. Est-ce qu'il a une chance? Moi, contrairement à Alexis, je pense qu'il en a une, étant donné le niveau global de médiocrité des autres candidats.
il représente une certaine grandeur, il a une certaine éloquence qui fait très ancienne 5e République, je dirais, et qui pourrait plaire aux Français. Encore une fois, au milieu de cet océan de médiocrité, on imagine un débat au second tour entre Marine Le Pen et De Villepin. Évidemment, il n'y a pas photo que c'est De Villepin qui l'emporterait. Cela dit, est-ce que c'est souhaitable pour la France ? Je pense que ça n'a plus aucune importance. Les problèmes auxquels va être confronté notre pays, notamment la banqueroute, le défaut de paiement sur la dette, font que c'est peut-être même trop tôt pour parler des élections présidentielles. Il y a des tas de choses qui peuvent se passer d'ici là. Moi, ce sur quoi je m'interroge par rapport à son gauchisme déclaré, c'est quelle était sa motivation en 2003, lorsqu'il a eu ce grand discours à l'ONU, d'ailleurs sur lequel en fait encore il est encore en train de capitaliser en disant que la France, une vieille nation, pouvait recommander aux États-Unis d'être un peu plus serein vis-à-vis de l'Irak et d'attendre un peu avant de se lancer dans une guerre. Je ne pense pas que c'était tellement par grandeur de la France, par tradition diplomatique. Je pense que c'était le réflexe tiers-mondiste. Et pour moi, de ce que je vois, quand j'écoute Dominique Villepin, c'est un tiers-mondiste. Et notamment, il faut rappeler que, oui, certes, il a eu raison de faire en sorte que la France n'entre pas dans cette guerre impérialiste contre l'Irak, mais le bombardement des Serbes de Bosnie, il a trouvé ça génial. Tout le mal que l'Occident a fait dans la Yougoslavie, cette guerre civile qui était parfaitement évitable et qui a abouti d'ailleurs à l'explosion de ce pays qui était quand même un pays d'un peu plus de 20 millions d'habitants, qui avait une masse critique dans les Balkans, il a trouvé ça génial. Je pense parce que c'était des Blancs. Donc voilà, le problème, c'est comme de la France insoumise. C'est très bien de défendre les Palestiniens, encore une fois, je compatis à leur malheur, mais ce serait bien aussi de s'occuper un peu des Français, et d'avoir autant de sympathie, et notamment pour les Français qui subissent le véritable racisme systémique, c'est-à-dire les Blancs. Et ça, visiblement, De Villepin, c'est pas trop sa direction. C'est encore une fois, c'est du tiers-mondisme. Et puis, voilà. Est-ce que c'est top pour la France ? Je pense que c'est égal. Étant donné, encore une fois, les malheurs qui vont s'abattre sur notre pays, c'est égal. Moi, je voudrais rajouter juste un petit mot quand même, Xavier. Vous vous souvenez de ce titre, de cette chanson qu'on avait dans les années 80, Voyage, Voyage. De Villepin, je suis désolé, De Villepin est à la politique ce que Désirless est à la musique, c'est-à-dire l'homme d'un titre. Il a fait tout un mythe ou toute une carrière sur effectivement un speech à l'ONU et point final, parce que De Villepin, c'était quand même pas la panacée. N'ayons pas peur de le dire, quand même. C'était effectivement pas quelqu'un. C'est un Chiracien. Mais comme Jacques Chirac, effectivement, là, je te rejoins 1000 fois, Xavier. Jacques Chirac a une image tout à fait sympathique pour le personnage, mais ce n'était pas foncièrement un bon président de la République française. Voilà, il a pu, Jacques Chirac, avoir effectivement sur le volant diplomatique des points positifs pour nous en tant que Français, mais sur le volant national, rappelons-nous ceux qui l'ont vécu, et on est nombreux à regarder ce programme sur cette chaîne à l'avoir vécu. Jacques Chirac, c'était quand même pas le président le plus fou, comme dirait les jeunes. Il a eu une espèce de canonisation laïque, mais c'était pas du tout. Il a été élu la première fois parce qu'il a bénéficié comment dirais-je du fait d'être en face de Jean-Marie Le Pen avec voilà, donc c'était sa réélection. Et puis également il y a eu la cohabitation avec Jospin qui était nulle. Donc voilà, c'est un opportuniste. Il n'a pas dit, il a commencé au Parti communiste, ensuite il est passé à droite. Enfin bon, c'est un personnage de la 4e République. Sur De Villepin, ce qu'il faut dire par rapport aussi, effectivement, Xavier a 1000 fois raison. Il critique ou il part de faire un barrage au Rassemblement national. Enfin, dire, je ne sais plus quelle est ton expression, Thomas. Tu dis toujours, c'est un truc de boomer. C'est has-been. Enfin, je veux dire, de faire barrage au Rassemblement national en 2025, ça ne veut plus rien dire. Qui plus ça est, marche. Mais ça marche. Le pire du pire, c'est qu'il sort cet article-là la semaine où Bardella et Marion Maréchal, sont en Israël. Enfin, Justement, par
par rapport à tout ça, en fait, vous parlez d'opportunisme en même temps politique. Il ne faut pas oublier Mmh. que c'est la personnalité préférée, politique préférée des Français Oui, et numéro un. C'est-à-dire que oui. je suis d'accord sur le fait que ça marche. D'ailleurs, au niveau des pourcentages de sympathie, c'est surtout, comme vous l'avez dit, à gauche et c'est le parti communiste qui a le plus de sympathisants de Villepin et de l'autre côté, on est à 74 pour le parti communiste et LR, donc si on doit dire son ancien groupe politique, 47 Justement, est-ce qu'il pourrait comment vous pourrez traduire politiquement sur le spectre ce fameux de Mais Villepin? Parce que d'un côté, il est à droite, après il passe à gauche, mais ça non, mais dépend. Xavier a expliqué pourquoi. Mmh. L'opinion politique de gauche qui vote pour ou qui pourrait être amenée à voter pour Villepin, c'est justement parce que Villepin a ces positions-là, notamment sur la question palestinienne, etc., etc. Donc c'est pas très compliqué à percevoir le truc. Voilà. Et alors du Oui, coup, effectivement, oui, vas-y Xavier. c'est pas, encore une fois, je pense que il est populaire aussi parce qu'il y a de la, même si c'est pour moi c'est factice, il y a de la grandeur. Il est charismatique, il a un ton qui le place par rapport au côté poissonnière de Marine Le Pen, par rapport à la nullité et qu'on voit dans la soi-disant droite, donc les Wauquiez et compagnie, et puis par rapport comment dire, aux excès de Jean-Luc Mélenchon, eh bien, on a l'impression d'avoir un grand homme d'État, mais globalement, je pense que derrière, il y a pas grand-chose. Mais c'est vrai il a de la gueule, puisque nous, ce qui nous intéresse, enfin, nous, en tout cas, c'est la Russie. Pour la Russie, par exemple, ce serait un signe tout à fait positif, puisque cette séquence en 2003 où la France refuse de faire la guerre, où l'Allemagne refuse de faire la guerre, où la Russie refuse de faire la guerre, a été une occasion manquée, finalement, de faire ce bloc continental que nous appelons de nos voeux. Donc ce serait un très bon signe envoyé, par exemple, vis-à-vis de la Russie, si c'était de Villepin, même si je ne me fais pas trop d'illusions sur le fait et puis après, une fois au pouvoir, avoir vraiment une politique indépendante. Ça, c'est encore une autre question. Justement, vis-à-vis de Sur effectivement la mémoire à géométrie variable dont tu faisais part, Xavier, et notamment les bombardements de Belgrade, je renvoie à l'émission qu'on a diffusée hier avec Nicolas Mirkovic, justement sur 26 ans après, l'OTAN a bombardé Belgrade 26 ans après. Voilà. Donc, n'oubliez pas de revoir le lien. Nicolas Mirkovic explique ça. Et puis les attaques contre les Serbes de Bosnie, enfin tout ça était vraiment. C'est pas un national-conservateur, Villepin. Faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'il a de la franchement du charisme et une certaine grandeur que c'est quelqu'un de, j'aime pas se dire ça, mais de droite, quoi. C'est un centre gauche. C'est la République depuis. Tu veux dire un centre mou? Un centre mou, c'est la République, mais depuis 1877, mais qui peut être très violente aussi, hein, encore une fois, contre les classes moyennes, les classes populaires. Ils savent aussi quand ils sont en danger. Ils savent être très violents. Donc, Justement, alors ça me fait la transition parfaite vis-à-vis du danger. On reste dans le centre, tout aussi mou, même encore plus, notre cher Premier ministre Gabriel Attal, qui veut piquer l'argent des Russes. Alors pour rappel, on ne sait pas précisément à peu près combien il y a de milliards qui sont gelés par l'Union européenne en particulier. On sait qu'en Belgique, il y a un peu plus de 200 milliards d'avoirs russes qui sont gelés. On estime à peu près 235 milliards, ne serait-ce que pour la partie Banque centrale russe, sans compter tous les autres avoirs, que ce soit des avoirs financiers, des avoirs immobiliers, ciblant des personnalités russes. Il propose du coup de piquer cet argent, donc environ un peu plus de 200 milliards. Déjà qu'ils ont saisi les recettes de ces avoirs. Xavier, je me doute très bien que tu as encore plein de choses à dire. Qu'est-ce que tu as ressenti de cette déclaration de Gabriel Attal? Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Déjà, c'est pas nouveau. Ils nous en parlent depuis 3 ans. Ensuite, la question, est-ce qu'ils peuvent le faire? En fait, pourquoi c'est en Belgique? Parce que l'organisme qui s'occupe de gérer en fait les ventes et les achats d'obligations du Trésor, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Essentiellement, c'est des obligations du Trésor, des trésors des différents pays. C'est Euroclear, et c'est basé en Belgique. Donc, c'est pour ça que c'est là-bas que ça se passe. Est-ce qu'ils peuvent les voler? Puisque c'est un vol. Alors, c'est même Macron qui l'a reconnu. En principe, tout est possible. Ils peuvent très bien les voler. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, on ne remboursera pas lorsque ces obligations sont arrivées à échéance. On ne le remboursera pas
donc le capital que les Russes ont investi. Ça, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il va y avoir des procès interminables partout, au niveau des tribunaux internationaux. Mais surtout aussi, les Russes peuvent très bien se payer sur les actifs. Et il y en a de gros actifs, de vrais actifs des pays étrangers en Russie. Par exemple, Mais il vous n'y a pas avez 200 milliards, c'est ça le il détail. y a pas... 200 milliards. Il y a 200 milliards. Il y a 200 milliards. Et surtout, c'est des actifs de bien meilleure qualité que ce que les Russes ont acheté. Par exemple, les Russes ont acheté, en 2022, on avait annoncé 22 milliards, je crois, d'obligations françaises. Donc, vous avez aujourd'hui une entreprise comme Total qui a des actifs industriels dans la péninsule de Kara avec, comment ça s'appelle, Yamal LNG sur le gaz liquéfié et dont l'État en plus est actionnaire. Et donc, c'est une entreprise qui génère de gros revenus, puisqu'en plus on est devenu le premier importateur de gaz russe liquéfié. Il y a également d'autres actifs. Par exemple, quand Renault est parti, là aussi l'État français est actionnaire. Renault est parti, ils sont partis pour 1 rouble, mais avec un droit de retour. Et donc la Russie pourrait très bien dire, bah, écoutez, nous on se rembourse sur les actifs industriels. Donc en ce qui concerne la France, les Russes ont échangé des obligations pourries socialistes, qui valent rien, puisque de manière plus personne n'achètera à terme les obligations françaises, en tout cas pas à des taux comme ça, et en échange d'actifs industriels réels. Donc en fait, si, ils ont le moyen de se rembourser. Et donc, et d'ailleurs, je pense que les dividendes qui n'ont pas été payés, les Russes aussi vont les récupérer. Puisque pour l'instant, d'ailleurs, pour récupérer de l'argent des dividendes des sociétés françaises qui sont restées en Russie, c'est quasiment impossible, ou alors c'est extrêmement compliqué. Et on peut très bien voir quelque chose, par exemple, où les Russes vont dire à Total, eh ben voilà, vous pouvez retirer vos bons du Trésor, vous pouvez retirer vos bénéfices, par exemple, mais on va vous faire un papier, allez à Euroclear réclamer l'équivalent en bons du Trésor français. Donc il y a des tas de moyens qui font que quoi qu'il arrive, les Russes se rembourseront. Et ensuite, là, aux dernières nouvelles, les Russes ont pour 650 milliards de réserves, c'est-à-dire 450 milliards qui ne dépendent pas de ces bons, de ces obligations d'État. Donc en fait, déjà, ça ne fera rien au rouble, à l'économie russe. 2, et ça en plus, c'est quelque chose qu'il faut bien souligner, ça va détruire la capacité des pays qui vont voler ces actifs à s'endetter. Parce que plus personne, et l'Arabie Saoudite a fait passer des messages, les Émirats Arabes Unis ont fait des messages très clairs, on n'investira plus dans vos bons pourris si jamais vous volez l'argent qui est investi. Déjà, le fait même de les avoir gelés, je pense que ça va être très compliqué pour la France, qui risque de perdre son double A dans les semaines qui viennent, de pouvoir emprunter à un taux raisonnable sur les marchés, parce que les emprunts, les obligations socialistes sont trop pourris et plus personne n'en voudra. Alors, Alexis, justement, je voulais faire rebondir là-dessus parce que, comme l'a très bien résumé Xavier, les États qui ont en particulier de l'argent, ce sont surtout les pétromonarchies du Golfe. Et on a vu justement, en plus de ça, la dette française qui est passée à 3 305 milliards, ce qui équivaut à peu près à 113% du PIB, c'est-à-dire qu'il a augmenté encore. Qu'est-ce que la France pourrait faire? Parce qu'on a 2 cas assez différents d'ailleurs dans le G20, c'est-à-dire que d'un côté, on a le Japon qui est par exemple à 255% du PIB, mais qui est détenu en grosse partie par les Japonais eux-mêmes, et de l'autre côté, on a la Russie qui n'a quasiment pas de dette, on est autour de, en 2023, 15% du PIB. Qu'est-ce que la France pourrait faire s'il n'y a plus d'étrangers piqués dans l'épargne des Français, ou devoir obliger les Français à investir dans la France? Alors déjà, je vais faire une parenthèse, et je vais faire une parenthèse positive. J'ai vu hier le meilleur tweet de Marine Le Pen depuis très longtemps. Alors Thierry M, je ne vais pas citer cet eurodéputé, m'a appelé à minuit pour me dire « Est-ce que tu as vu le tweet de Marine? Il est très drôle. » Alors effectivement, je me suis précipité pour regarder, parce qu'un tweet très drôle de Marine Le Pen, j'y étais pas habitué. Et elle a tweeté donc le montant de la dette française, je sais plus, donc 3301, plus 2, en référence aux fameux 2 milliards de plus qu'on vient généreusement, avec nos impôts, de donner à Zelensky. Voilà, donc je trouvais que le tweet était très, très bon. Donc effectivement, la dette est abyssale, sans fin. Et puis, après tout, les macronistes sont partis en roue libre. Donc un peu plus, un peu moins, on n'est plus à ça près pour eux.
Ça veut dire que, si on revient à notre question des intérêts, ça veut dire que de toute façon, il n'y a plus aucun contrôle économique dans ce pays. Enfin, je veux dire, on a eu un ministre qui annonçait la mise à genoux de la Russie. On voit le résultat que ça a été. On a un nouveau ministre d'économie qui veut faire un emprunt privé que personne ne suit et qu'il faut surtout pas, encore une fois, dans Divergence, si on peut dire une chose importante pour vous sauver la vie, mais n'y allez pas dans ce fameux emprunt pour la défense européenne. Venez placer en Russie. Hein? Venez placer en Russie, c'est quand même plus intéressant. À l'arrière, vous aurez des taux d'intérêt plus élevés. Effectivement, à 21%, c'est beaucoup plus attractif. Si jamais vous voulez investir dans l'industrie d'armement, achetez des actions. Vous n'avez pas de Thales, de Rheinmetall, vous n'avez pas besoin de vous le ferez 10 fois mieux tout seul, mais vérifiez d'abord qu'il y a des commandes fermes. En plus, des entreprises françaises, parce qu'on nous dit en plus, alors on en parlait avec Jean-Frédéric Poisson dans l'interview de vendredi, c'est exactement, enfin, c'est du, excusez-moi le terme à l'antenne, mais c'est du foutage de gueule. On nous dit investissez d'argent pour développer les entreprises françaises de la défense, et en même temps, on est en train de vendre l'un de nos fleurons militaires potentiellement à un groupe américain. Enfin, voilà. Donc, et en tout secret, bien entendu, ça fait quelques brèves. Xavier, tu en as parlé sur Stratpol. Les Échos en ont parlé, mais enfin, ça fait 2-3 articles, pas plus dans la presse. Hein, voilà. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Très clairement. Et pour revenir donc à ta question des pays du Moyen-Orient, des pays d'Asie, enfin, je veux dire, Xavier a tout expliqué. À partir du moment où je pense que déjà la confiance est rompue, déjà le fait d'avoir volé, puisqu'il n'y a pas d'autre terme, une partie des bénéfices qui étaient dus ou des intérêts qui étaient dus à un pays tierce, de toute façon, le socle de confiance pour un investisseur est rompu. Ça ne sert à rien. Et dernier point que je voudrais dire, alors même si je pense que l'Amérique, économiquement, ça va, à mon avis, et c'est peut-être mon analyse, ça va secouer très très fort ces prochains mois. Les indicateurs sont tout sauf positifs. Je pense que personne non plus n'a envie d'investir en Europe. Enfin, je veux dire, il y a rien de chaleureux, de joyeux, de bonheur économiquement qui nous attend en Europe et en France. Donc, mais j'irais même plus loin. Par exemple, les Washington ne va pas voler les avoirs russes. Déjà, il y en a très peu. Je crois qu'il y a 8 milliards de dollars. Et ensuite, pour eux, au contraire, l'intérêt pour les États-Unis, ce serait que l'Europe fasse ça. Ce qui fait que les pays européens n'attireront plus les investisseurs, les institutions financières, et en revanche, ils iront chercher des emprunts, ils iront acheter des emprunts américains. Donc, en fait, si jamais on est dans l'effet sanction de Joe Biden, qui a été très favorable pour les États-Unis, ce que veut faire Donald Trump, la réindustrialisation, ça a été commencé par Joe Biden grâce aux sanctions que les Européens ont prises en suivant les États-Unis. Ça a provoqué la désindustrialisation de l'Allemagne. Alors, en France, il n'y a plus grand-chose à faire. Les socialistes en étaient déjà chargés depuis 50 ans. Mais globalement, c'est si jamais le Euroclear, l'Europe faisait ça, mais ce serait un cadeau pour les États-Unis, évidemment, que tout le monde irait acheter des emprunts américains et pas les bons socialistes. D'ailleurs, j'ai une théorie, Xavier. J'ai une théorie sur ce qui se passe aux États-Unis, parce que Trump fait des trucs complètement fous, qui sont incompréhensibles, notamment là, les fameux droits de douane sur les véhicules qu'il a mis en place hier sur les véhicules européens. Donc, ça me paraît complètement fou économiquement pour les États-Unis. Mais voilà, je pense qu'il se dit, on va prendre exemple sur les Russes, on va s'auto-sanctionner nous-mêmes parce que ça va nous permettre de faire un gap technologique et économique dans le futur. Donc, comme il se dit, personne de toute façon va nous mettre des sanctions puisque nous sommes les États-Unis, on va se auto-mettre nos sanctions pour nous forcer économiquement à nous développer, parce que c'est pas possible. Ce qui est en train de se passer est complètement fou. C'est ce qu'avait dit Emmanuel Todd en disant les sanctions qui ont été mises contre la Russie lui ont en fait imposé une politique protectionniste qui lui a permis de se réindustrialiser. Mais la grande différence, c'est que c'était populaire en Russie puisque c'était des sanctions qui venaient de l'extérieur. Là, Trump prend des gros risques parce que c'est comme s'il se mettait lui-même des sanctions, mais les Américains le voient bien. Et il a été élu aussi parce que l'inflation était devenue quasiment incontrôlable. Et tout d'un coup, en fermant toute une partie des importations, la pilule, je ne sais pas quand la pilule va passer devant la population américaine. On verra bien. Il mise aujourd'hui, alors c'est pas le sujet, mais effectivement, en 2 secondes, il mise sur une seule chose, c'est que les entreprises
s'installe physiquement, je veux dire administrativement, pardon, aux États-Unis pour contourner ces sanctions, enfin cette surtaxe. Donc il se dit, bah voilà, les entreprises, pour éviter ces droits de douane de 25%, vont venir créer administrativement une structuration légale aux États-Unis et donc de fait elles ne seront plus taxées et de fait ça va générer des économies, ça va générer un boom économique pour les États-Unis. Mais c'est vraiment, tu as raison, Xavier, c'est super risqué parce que s'ils ne le font pas, si les entreprises ne le font pas, là ça va être violent dans les mois à venir. Bon bref, Thomas, excuse-nous, on t'a pourri ton dialogue sur Attal. Ceci dit, Attal, pour revenir à lui, il avait besoin d'occuper, on revient au premier sujet sur lequel tu nous avais lancé, il avait besoin, puisque lui aussi s'envisage un avenir en 2027, il avait besoin d'avoir un espace médiatique. À un moment où plus personne ne parle avec lui dans les médias aujourd'hui, personne n'interviewe Attal. Donc il s'est auto-créé par le biais de cette réunion Renew et des centristes mous, comme dirait Xavier, européens, cette réunion, cette meeting de Paris que personne n'avait demandé, qu'on ne sait pas pourquoi et au nom de quoi il l'a fait. Et voilà, conférence de presse, il fallait une phrase buzz, il fallait essayer d'attirer la lumière et l'attention. Il a réussi puisqu'on parle de lui. Il a l'habitude de réussir, qui plus est, parce qu'on est sur des politiques de réseaux sociaux maintenant, que ce soit Attal, Bardella aussi, par exemple. Bref, dans tous les cas, ça fait... Glucksmann. Ouais, enfin Glucksmann, il n'est pas quand même aussi bon, je trouve. Mais oui, effectivement, il a quand même bien réussi avec ses propos. Mais de toute façon, tous comprennent maintenant. Tous comprennent ça. Bon, on va changer de sujet parce que justement, on va parler de la suite par rapport à la Russie, de Vladimir Poutine et de l'Ukraine. Transition. Alors du coup, la paix ou Odessa, ça va être notre sujet tout de suite maintenant. Zelensky est venu à Paris, ça vous n'avez pas pu le louper, avec la tour Eiffel aux couleurs du drapeau ukrainien. Bon, c'est pas la première fois d'ailleurs, donc bon, c'est déjà un petit peu dépassé, on va dire ça comme ça, et qui plus est une déclaration de Vladimir Poutine sur le fait qu'ils ne voudront pas spécialement dialoguer avec ce gouvernement illégitime ukrainien et appelle l'ONU à faire de nouvelles élections et à faire un gouvernement temporaire. Alors, Xavier Moreau, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il a en tête? Est-ce qu'il déjà il va va continuer sur cette lignée-là, malgré que les Européens sont à fond du côté de Zelensky? Et deuxième petit point, cette déclaration vis-à-vis du gouvernement illégitime, c'est un petit peu la première fois qu'il le dit aussi fermement, je trouve. Alors, il l'avait déjà dit, hein, il en avait parlé dans une interview qu'il avait donnée dans sa voiture, qui avait fait pas mal de vagues parce il avait enfoncé pas mal de position et en disant que effectivement, Zelensky pourrait très bien participer aux négociations, mais c'est pas lui qui signerait parce qu'il est légitime. Et déjà que quand les présidents étaient légitimes, comme c'était le cas de Poroshenko aux accords de Minsk en 2015, ils n'ont pas été respectés. Donc on s'imagine bien que Vladimir Poutine ne va pas signer un accord avec un président qui ne le serait pas. Donc ce qu'il veut, c'est des élections. D'ailleurs, a priori, c'est ce qui est plus ou moins en train de se mettre en place à Kiev. Donc toute l'équipe de Zelensky est en train d'essayer d'empêcher les principaux concurrents de se présenter, de les menacer, donc, ou de truquer les élections. Donc visiblement une élection qui est en train de se préparer. Mais surtout, ce qui est, à mon avis, ce qui est intéressant, notamment des dernières déclarations de Vladimir Poutine. Quand je dis dernière déclaration, c'est celle d'hier, puisqu'il a inauguré le lancement du sous-marin Arkhangelsk. Et à l'intérieur, il a dit que si ça se trouve, il faudrait mettre ce qui restera de l'Ukraine sous tutelle. Et donc sous tutelle ONU. Donc là, en fait, on est en train de parler de la disparition de l'État ukrainien. Et tout ça est dû au fait que la proposition de Vladimir Poutine, qui est dure, mais qui permet la survie de l'Ukraine en tant qu'État et surtout l'accès à la mer Noire, pour l'instant, ne rencontre pas de succès, notamment à cause des Européens. Je rappelle cette proposition, c'est la reconnaissance et l'évacuation par les militaires ukrainiens des nouveaux territoires russes.
donc c'est-à-dire Kherson, Zaporozhye et la République populaire de Donetsk. Alors évidemment, ça, si Zelensky donne l'ordre, ça sonne la fin de sa carrière politique, mais c'est encore très modeste de la part de Vladimir Poutine, parce qu'en fait, il est en train de détruire l'armée ukrainienne jour après jour, et il pourrait très bien, à terme, et ça rejoint le titre de la rubrique, s'emparer de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire de Kharkov à Odessa. Donc aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. Si jamais en face, on avait des acteurs rationnels, ils accepteraient tout de suite ce que propose Vladimir Poutine. Parce que le risque, c'est que si jamais ce n'est pas accepté rapidement, eh bien, les exigences russes vont augmenter. Ce qui est intéressant, c'est que cette semaine, il y avait eu un article dans le Corriere della Sera, un journal italien, et où c'était dit texto, en disant « Attention, si jamais on n'accepte pas maintenant ce que demande Vladimir Poutine, il pourrait très bien… » Ils ont mis une carte, d'ailleurs, qu'après ils ont retirée. Ils ont mis une carte, eh bien, il pourrait exiger la Nouvelle-Russie. Et je pense que c'est ce vers quoi on va, parce que je pense que Donald Trump va échouer à obtenir un cessez-le-feu, puisque Kiev, Zelensky ne veut pas lâcher le pouvoir. Les Européens veulent retarder le plus tard possible le moment où ils vont se prendre cette raclée qui aura été pour eux la défaite en Ukraine, tellement ils se sont investis, des gens comme Macron, comme Starmer, ou Friedrich Merz, par exemple. Donc, ils essayent de retarder le plus possible, mais ça va faire que je pense que les Russes peuvent très bien aller jusqu'à Odessa. Une fois que l'armée ukrainienne se sera effondrée, les Russes iront où ils voudront, hein. Encore une fois, c'est un mauvais souvenir pour nous, mais Paris a été pris par les Allemands en 1940, pas d'assaut. La ville était ouverte parce que l'armée française avait été détruite, encerclée, laminée, etc., etc. Donc, c'est ce qui risque de se passer. Et les Russes iront où ils voudront. Ils n'iront pas en Ukraine de l'Ouest, ça je peux vous le garantir. Mais en revanche, Odessa, même Kiev, ça devient quelque chose de tout à fait possible. Et les dernières déclarations de Vladimir Poutine, pas plus tard qu'hier, encore une fois, dans ce sous-marin, laissent entendre que, à mon avis, la proposition initiale de la reconnaissance des 5 nouvelles régions, donc Crimée, Kherson, Zaporozhye, Donetsk, Lugansk, il n'y en a plus pour longtemps. Et je finis là-dessus. Sur le front centre et le front est, l'armée russe est en train de passer la dernière ligne de défense, et là, ils vont rentrer dans la région de Dnipropetrovsk, où ils n'ont jamais mis les pieds depuis 2022. Donc, l'appétit vient en mangeant. Ouais. Alexis, en tout cas, merci Xavier pour ce très bon résumé, très précis et très rapide. Est-ce que l'ONU pourrait gérer en fait l'Ukraine, Alexis? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible? Parce que ça, c'était une des déclarations, du coup, comme l'a rappelé Xavier, de Vladimir Poutine. Est-ce que dans l'histoire, on a déjà eu des cas assez similaires, et qu'est-ce qui serait faisable, et est-ce que ça pourrait être envisageable, surtout, du côté européen et ukrainien? Bon, déjà, je suis d'accord avec toi. On a la chance dans cette émission d'avoir Xavier pour nous expliquer clairement ce qui se passe en Ukraine. C'est une expertise quand même vraiment pertinente. D'ailleurs, j'envoie ton bulletin Stratpol qui est paru hier matin, c'est ça? Ou vendredi soir, de mémoire? Bon. Vendredi en milieu de journée. Eh ben voilà. Je suis pas entièrement du même avis que Xavier, et puis je vais répondre à ta question après. Je ne l'oublie pas, ta question. Kharkiv, pour moi, ou Kharkov, me semble être prenable uniquement dans un cadre d'effondrement total de l'armée ukrainienne. Là, Odessa, tu vas dire? Non, j'ai bien dit Kharkov. Odessa, effectivement, quand on voit la dynamique au sud, et en plus, quand on voit l'importance politique et stratégique pour la Russie, me semble un objectif beaucoup plus, je dirais pas vital pour Poutine, mais en tout cas beaucoup plus important sur lequel avancer. Donc j'aurais tendance à dire, je pense que Odessa est militairement plus facilement accessible pour les Russes que Kharkov. Kiev, ça me paraît être impossible. Pourquoi? Parce que là, véritablement, ce serait quelle est l'expression française, faire avaler la grenouille, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Ce serait pour les Européens et même quelque part aussi probablement pour Trump, même si on va revenir sur la question de Trump, ce serait politiquement pas possible. Je pense que c'est impossible, et qu'en ce sens, Kiev restera, quoi qu'il arrive, une zone
une zone tampon. Voilà, pour reprendre les mots de Poutine qui veut créer une zone tampon. Voilà, là, je suis d'accord avec Xavier. On pourrait envisager une Ukraine tampon démilitarisée, enfin voilà, qui soit Et du coup, sous l'égide de l'ONU. Alors, ça répond à ta question. Sous l'égide de l'ONU, non, pas du tout. J'y crois pas un instant. Sous l'égide, malheureusement, de l'Union européenne, puisque je pense que Trump va abandonner le projet de paix parce qu'il va se rendre compte qu'il y a une incapacité à trouver un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. À mon avis, on n'arrivera jamais à un accord sérieux sur la paix. Donc, ça veut dire la continuité de la guerre. Et donc, je pense que Trump va dire, naturellement, pour pas se brouiller politiquement vis-à-vis de son électorat, il va dire, écoutez, j'ai tout tenté, vous voyez bien, on n'y arrive pas, qui se débrouille, et il va se recentrer sur ce qui pose aujourd'hui véritablement inquiétude pour les Américains, c'est-à-dire l'économie américaine en elle-même. Donc, à mon avis, Trump va lâcher prise sur la question ukrainienne assez rapidement. L'ONU n'est à mon sens pas du tout ni légitime ni compétente pour le faire. Et donc, qui va rester comme le pigeon de l'histoire? Eh bien, c'est nous, Européens, mais en même temps, on l'a bien provoqué, on l'a bien cherché. Donc, à mon avis, c'est nous, Union Européenne, qui allons récupérer le bébé ukraino-bandériste de l'Ouest avec son lot de GPA, ses nouvelles mœurs et libertés, etc. Ces armes, sa mafia, et voilà, ces vétérans traumatisés qui vont déferler dans toute l'Europe. Absolument. Il y a eu un article, excuse-moi de t'interrompre, il y a un article qui est sorti, j'en ai parlé dans mon bulletin, dans The Times. C'est la première fois où je vois un média occidental qui commence à parler de ce sujet-là. C'est-à-dire que l'Ukraine est un réservoir d'armes, il n'y a aucun contrôle, et encore une fois, quand la guerre sera terminée, quand les frontières ukrainiennes vont s'ouvrir pour les hommes, qui aujourd'hui n'ont pas le droit de quitter le pays, puisqu'ils sont chassés pour être envoyés sur le front, tout ça va déferler en Europe, ça va être terrible. Terrible. Immigration de masse, pour nous en tant qu'Européens, au sein de cette Union européenne qui est destructrice véritablement pour nos nations, et ça va être encore plus d'impôts, puisque alors là, ça va être, on avait les Balkans et la Pologne, bah là, ça va être 2.0 de la dotation. Hein. Ça va être le jackpot assuré. C'est déjà le cas, en fait, en plus. Hein. C'est ça là qui est problématique. Voilà. Je voudrais juste revenir sur un point, une question pour Xavier. Alors, Alexis nous dit que Kharkov, ça va être compliqué. Alors, justement, c'était une des questions que j'avais notées, parce que Kharkov, l'air de rien, c'est à côté de la frontière russe. Est-ce que ça serait possible, et qui plus est, c'était la capitale économique de l'Ukraine? En fait, je crois que Kharkov, c'est 1,5 million d'habitants. C'est compliqué de donner l'assaut à une ville d'1,5 million d'habitants, mais c'est pas ça dont je parle. C'est pas de prendre militairement. C'est une fois qu'il y aura eu l'effondrement de l'armée ukrainienne, et je pense qu'il aura lieu. Quand ça va dépendre de l'engagement américain, je pense, c'est essentiellement. Les Russes iront où ils voudront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont aller à Kiev, mais ils pourront, en principe. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils prendront Odessa, même sans forcément prendre Odessa d'assaut. D'autant plus que Nikolaïev, Odessa, c'est dans la steppe ouverte, il y a 30 habitants au kilomètre carré, on n'est pas du tout dans une configuration dans le Donbass où on est à 160. Donc les Russes ont passé le plus dur, en fait. Quand ils auront passé le Donbass, ils auront passé le plus dur, et surtout avec la domination aérienne qui est la leur. Et après, ils pourront aller où ils voudront. Après, il est vrai qu'il y a tout ce qui est Nouvelle-Russie, ce sont des villes russes. Nikolaïev, Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, toutes ces villes-là, elles attendent qu'une seule chose, c'est que l'armée russe arrive. En revanche, justement, petite question, est-ce que les habitants pourront jouer là-dessus? Parce qu'à Odessa, il y a eu récemment un néo-nazi qui a été tué directement, on ne sait toujours pas vraiment par qui. Kharkov, on voit quand même des manifestations légères, certes, mais que des Ukrainiens commencent à se révolter. Est-ce que ça ne viendrait pas de la population elle-même? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne parle plus depuis 2022. Ce sera très compliqué parce que, par exemple, Odessa et Kharkov, la sécurité, entre guillemets, intérieure, c'est-à-dire la répression, a été confiée aux bandéristes les plus fanatiques, c'est-à-dire Azov pour ce qui est de Kharkov, hein, c'était là qui était basé. D'ailleurs, Biletsky était là, où maintenant ça s'appelle le National des Corpus, et également l'unité Kraken, ils ont appelé ça Kraken. Et à Odessa, c'est le copain de Bernard-Henri Lévy, Marchenko. Lui, c'était le bataillon de représailles Haïdar. Donc, il faut bien rendre compte de ce que c'est. L'Ukraine est une dictature avec un système répressif.
qui rappelle les meilleures périodes du bolchevisme ou de la Gestapo, ça dépend de comment qui voulait comparer. Donc en fait, pour ces villes se soulever, ce sera extrêmement. Il faudrait que ce soit spontané, que tout d'un coup tout le monde aille dans la rue pour que ces unités de représailles qui sont surarmées soient dépassées. Mais Xavier, il y a quand même aussi un épisode qu'il faut rappeler et qui a traumatisé probablement les populations, notamment d'Odessa. C'est le fameux massacre la mise à feu de la maison du syndicat le 2 mai. Et je pense qu'effectivement, les représailles et la terreur qui est instaurée sur les populations, je pense que les habitants, en toute honnêteté, ne sont pas prêts. Et il faut voir, et d'ailleurs il s'en est vanté, quand Kolomoïski, l'oligarque, organisait la répression à Dniepopetrovsk, dans la région de Dniepopetrovsk, ça a été sanglant. On a beaucoup parlé du massacre d'Odessa, mais on n'a pas parlé le 9 mai 2014 du massacre de Mariupol, où il y a eu encore plus de morts. Et aujourd'hui, par exemple, le chef de l'état-major de l'armée de terre, le général Drapat, c'était son fait de guerre, son véritable fait de guerre, c'est celui-là, c'est-à-dire d'avoir organisé la répression avec des matériels militaires de la population civile à Mariupol. Donc, et en plus, c'est consubstantiel au bandérisme. C'est un terrorisme, encore une fois, le bandérisme est un terrorisme au sens de la Révolution française, c'est-à-dire l'utilisation par l'État de la terreur pour asseoir son pouvoir. Donc, mais la question, c'est pas ça. La question, c'est qu'une fois que l'armée aura été, que l'armée ukrainienne se sera effondrée, eh bien, une ville comme Kharkov peut se faire encercler et puis, sans même donner l'assaut de manière frontale, petit à petit, à l'intérieur, ça va se déliter. Et mais ça, je peux pas vous dire quand ça peut arriver, mais ça peut arriver. Et tout va dépendre, et là je suis d'accord avec toi, Alexis, du moment où les Américains vont se retirer du conflit et s'ils vont s'y retirer complètement ou pas. Parce que Trump peut très bien décider en disant bon, écoutez, impossible de tenir un accord. Ces gens sont pas sérieux, notamment Macron, Starmer et Merz et Zelensky. Mais il peut très bien dire, écoutez, si vous voulez acheter des armes, allez-y. Bon, sachant qu'il n'y a plus d'argent. Mais donc, voilà, ce qui est important de savoir, c'est est-ce que les États-Unis vont se désengager? Moi, je pense qu'ils vont se désengager. Et jusqu'à quel niveau? Et à partir de là, on pourra faire le calcul. Il faut voir aussi que toutes ces discussions qu'on a sur un accord de paix, etc., tout ça, c'est délétère pour le moral de l'armée ukrainienne, qui déjà n'est pas élevé. Mais quand en plus on vous parle de paix qui doivent arriver, etc., vous n'avez pas envie de vous faire tuer. J'avais comparé ça au discours du 16 juin 1940 du maréchal Pétain, qui dit j'ai demandé l'armistice au Führer. Résultat, en une semaine, 1 million de prisonniers. Les Français, ok, si on fait ici, je veux pas. Et donc après, il a fallu gérer avec les Allemands, c'est 1 million de prisonniers, et toute la collaboration, en fait, s'est fait autour de ce problème de faire revenir les prisonniers, le service du travail obligatoire, etc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce que la Russie, si jamais encore une fois, les Occidentaux n'acceptent pas la proposition de Poutine, évidemment que les exigences, au fur et à mesure de l'avancée de l'armée russe, vont augmenter. Et si on assistait à un effondrement, mais on ne peut pas dire quand, de l'armée ukrainienne, là, les Russes iraient où ils voudraient, mais ça ne veut pas dire qu'ils iront, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont donner l'assaut à Kiev. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Et donc, sur l'administration par l'ONU, on a le cas en Bosnie-Herzégovine. Alors, ça marche mal parce que les administrateurs qui ont été mis en place par les instances internationales sont anti-serbes. Et donc, comme la Republika Srpska est l'entité principale, là, aujourd'hui, ils veulent arrêter Dodik et le mettre en prison. Ça se passe mal. En revanche, mettre une administration internationale, c'est quelque chose qui peut fonctionner. De toute manière, il n'y a jamais vraiment eu d'État en Ukraine. Il n'y a pas de tradition étatique en Ukraine. Il faut bien s'en rendre compte. Ça a toujours été soit une colonie polonaise, soit intégré à l'Empire russe. Et donc, depuis 30 ans, ce qu'on observe, c'est une anarchie, ce qui était d'ailleurs évoqué dans ce pays par Voltaire, qui se moquait d'ailleurs des habitants de ces territoires ukrainiens, de la périphérie. Ils s'en moquaient déjà au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est pas, on peut envisager, ce qui est clair, ce que joue aussi la Russie, c'est que même si par hasard, tout d'un coup, les exigences de Vladimir Poutine étaient appliquées, ça ne veut pas dire qu'à terme,
Odessa ne reviendra pas dans la Russie. Dans 5 ans, on aura un référendum. Et puis, encore une fois, qui va s'occuper de ce qui reste de l'Ukraine? Il n'y a plus d'argent en Europe, il n'y a plus rien. Et la richesse de l'Ukraine, c'était la partie industrielle, c'était l'énergie pas chère du Donbass, etc. Tout ça est terminé. Donc, l'Union européenne est ruinée. Qui va s'occuper, encore une fois, je disais, de ces vétérans, de ces personnes? Donc, il est évident que même si on arrivait à une paix actuellement avec les exigences russes, à terme, Nikolaïev, Odessa, Kharkov, surtout si c'est dénazifié, ça aussi, c'est aussi une exigence russe, eh bien, seront rattachés par référendum à la Russie dans les années qui viennent. Alors, David, Avec ces mots de la fin. Ouais, je te remercie. 3 petits mots courts. Premièrement, effectivement, moi je pense pas que l'Ukraine puisse être débandérisée pour une raison simple, c'est que finalement, ce sont des personnes à qui on a confié le soin d'assurer qu'il n'y ait pas de révolte dans les villes, en contrepartie du fait qu'ils ne soient pas mobilisés sur le front. Donc les mecs font tout pour assurer la terreur pour ne pas partir sur le front. C'est ce qui est arrivé. Tu parlais du bandériste qui a été assassiné dans les rues d'Odessa. Eh bien, le gars n'était jamais allé de sa vie sur le front parce que il était bien au chaud à mettre des pauvres gens dans des camionnettes pour eux partir au front. Donc, voilà. Donc, ces personnes-là garderont leur place. Il n'y a pas de souci dans la nouvelle Ukraine ou dans ce qu'il en sera après. Nous, Européens, on paiera ces gens-là avec nos impôts pour vivre chichement et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Voilà. De toute façon, je pense, et c'est mon dernier mot, que l'Union européenne et les Occidentaux sont déjà passés à la prochaine guerre, toujours avec la Russie. Et ce sera l'Estonie. Il suffit de regarder les actualités. Il suffit de regarder ce qui est en train de se mettre en place en Estonie. Il suffit de regarder la loi qui est proposée. Curieusement, elle est similaire, Xavier. Je pense que je ne voudrais pas relancer le débat parce qu'on a déjà été très bavard aujourd'hui, mais je pense qu'on fera une émission spéciale là-dessus. C'est exactement ce qui avait été la source du conflit en Ukraine en 2014. Cette interdiction de la langue russe dans les pays, alors je confonds toujours Lituanie, Estonie, voilà, celui qui est le plus proche. Estonie, Lettonie, Lituanie. Voilà. Par ordre alphabétique. Merci. C'est bien qu'on ait enfin un expert dans cette émission. Voilà. Nord au sud. Ah. Je voudrais quand même nuancer ce que tu dis, parce qu'en fait, les persécutions des populations russes dans ces républiques, c'est pas nouveau, et ça n'avait pas provoqué de réaction russe. Donc, en plus, je crois que les Russes aimeraient bien que ces populations-là migrent en Russie, parce que la Russie a besoin de main-d'œuvre. Donc, je ne pense pas que la Russie intervienne militairement dans les pays baltes. Et ça se débrouille tout seul. Je peux me permettre, j'étais à un bureau administratif. À côté de moi, il y avait un Letton qui n'avait plus de nationalité, du coup un Balte, et qui du coup demandait le passeport. Et il y avait un petit problème administratif parce qu'il était apatride. Donc, ça fonctionne déjà. Voilà, excuse-moi, je t'ai coupé. Je pense pas que les Russes. De toute manière, l'Union européenne a tué les pays baltes. Il n'y a qu'à regarder la courbe démographique. La démographie dans les pays baltes, vous regardez, ça monte jusqu'à la chute de l'URSS. Et à partir du 1er janvier 1992, c'est l'effondrement jusqu'à aujourd'hui. Parce que dès que les jeunes ont 18 ans, ils partent faire leurs études ou travailler ailleurs. Donc, il n'y a plus que des vieux, dont des nostalgiques de la Waffen-SS et des gamins qui sont encore trop jeunes pour partir. Donc, en fait, ces pays-là sont en train de mourir. Ils sont pas. Et je pense que les Russes ont construit toute une infrastructure pour contourner les ports baltes, notamment le port d'Oust-Louga. Donc, aujourd'hui, tous les produits en Biélorussie passent par les ports russes. Ils n'ont pas du tout l'intention de revenir à Riga, à Tallinn, ou pour contourner leur propre port. Donc, je crois plutôt que ce que les Russes vont faire, c'est organiser l'arrivée des populations russes qui sont encore dans les pays baltes, parce que la Russie a besoin de main-d'œuvre. Donc, et pourquoi faire revenir en Lituanie, reconstruire une centrale nucléaire que les Européens ont fermée en 2009 pendant l'Union soviétique, les pays baltes ont bénéficié de l'Union soviétique. Ce sont les soviétiques qui ont tout construit. Encore une fois, cette centrale nucléaire, l'industrie. Les pays baltes étaient la vitrine de l'Union soviétique, donc tout ce qui était produit de consommation, les tourne-disques, tu sais pas ce que c'est, Thomas, les tourne-disques, les magnétophones, tout ça, c'était les télévisions, voilà, système français d'ailleurs, hein, c'était depuis le général de Gaulle, système SECAM, tout ça était fabriqué dans ces pays. Quand ils ont rejoint l'Union européenne,
il y avait déjà tout ça. Donc, en fait, tout a été fermé. Les pays baltes ont été désindustrialisés. Et les Russes n'ont pas l'intention d'y revenir pour remettre la main au porte-monnaie. Ça ne les intéresse pas. Et donc voilà, je ne pense pas que les Russes envahiront les Pays-Bas. On verra. On fera peut-être un jour une émission Estonie, Donbass 2.0. Oui, c'est possible, ou d'autres pays aussi d'ailleurs. D'autres pays. On peut prendre ne serait-ce que dans le Caucase aussi. Bon, en tout cas, merci messieurs. Vous avez été très bavards, mais c'était très instructif. Donc, je suppose que tout le monde est content. N'hésitez pas aussi à le dire en commentaire, très chers auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut. Et on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.